font tourner la trajectoire. Il y en a 1232. C'était le plus gros du boulot. Ils font chacun 14 mètres et 35 tonnes. Vous voyez ici dans leur cryostat. Leur cryostat, c'est leur boîte à froid. D'accord? Ils équipent, mine de rien, 18 km sur les 27. Ça, c'était... Et alors, attention, on a envie de faire des grands champs magnétiques. Donc, on utilise du supraconducteur, on utilise du niobium titane à 1,9 K. Ce qui nous permet de raconter partout que c'est l'endroit le plus froid de l'univers, puisque, comme vous l'a dit Jean-Pierre, le fond diffus cosmologique est à 2,7. Yeah, on est en dessous. Il y a un autre truc marrant, ce supra, il est bobiné. Il y a 7600 km de câbles dans tout le LHC, dans les dipôts du LHC, qui sont chacun constitués de 36 brins torsadés, qui sont chacun constitués de 6400 filaments. Si je débobine tout ça en filaments, j'ai 5 allers-retours Terre-Soleil plus un aller sur la Lune. Ça fait beaucoup de câbles supra. Tout ça, je vous ai dit, c'est à 1,9 K, ça veut dire que mine de rien, le LHC, c'est le plus gros frigo du monde. Il y a 40 000 tonnes de matériel à cette température colossalement froide, de 1,9 Kelvin. C'est l'endroit le plus froid de l'univers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un des endroits les plus chauds, parce qu'au centre des collisions, à l'endroit des collisions, au point d'impact, il y a des températures plus de 100 000 fois supérieures à celles du centre du Soleil. Donc, je ne sais pas si vous imaginez technologiquement combien c'est compliqué d'avoir à la fois ces froids intenses et essayer que nos détecteurs n'explosent pas autour des choux intenses. On y arrive. Alors, évidemment, je fais donc tourner mes protons par paquet sur mes 27 km. J'ai pas du tout envie qu'ils se tamponnent avant d'arriver là où j'ai envie qu'ils se tamponnent, c'est-à-dire là où j'ai mis mon détecteur. Donc je fais le vide. On a un ultra vide dans les tubes. 10 moins 13 atmosphères, ça veut dire que c'est 10 fois moins que sur la Lune. Et c'est pas de la poupée, parce que mine de rien, c'est 10 fois moins que sur la Lune, c'est sur les 27 km de circonférence du LHC. C'est une jolie bestiole. Les faisceaux... Les faisceaux, c'est 10 puissance 11 protons. Alors, on peut planter 19, ça fait 100 milliards de protons par petit paquet. Des paquets, il y en a presque 3000, qui tournent chacun en sens inverse. Et alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est rare un événement de vide. Donc, j'ai besoin d'avoir le plus de collisions possible. Et bien, nous, c'est bien, on a décidé de faire une collision toutes les 25 nanosecondes, c'est-à-dire 25 milliardièmes de secondes. Mes petits paquets de protons, ils font 11 200 tours par seconde. Donc en gros, ils vont à la vitesse de la lumière. Alors, c'est pas exactement la vitesse de la lumière, mais à chaque fois, j'ai la flemme de lire les 9. Alors, je vous le dis, 99,9999991% de la vitesse de la lumière. On va dire qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, le LHC, le CERN, je vous ai dit, il existe depuis 1952. Des accélérateurs, il en fabrique depuis ses débuts. Et le LHC, c'est juste le dernier étage de la fusée. Les protons sont produits, quelqu'un le voit, je crois, avant le LINAC. La source, elle doit être là. Ensuite, on l'envoie dans le... Alors, on va aller directement au PS. Le PS, il est petit, il fait 628 mètres de circonférence. Il amène les protons à 99,9% de la vitesse de la lumière. Il envoie tout ça dans le SPS, c'est cet accélérateur-là. D'accord? Donc, c'est des protons. Ce coup-ci, ils sont à grande énergie. Et puis, dans le SPS, on a deux injections, parce qu'on va avoir nos deux faisceaux qui vont tourner en sens inverse pour pouvoir se collisionner de temps en temps. Et donc, il y a deux points d'injection, un près d'Alice et l'autre là. D'accord? Et c'est le LHC qui fait l'accélération finale. Ça lui prend à peu près 20 minutes de monter aux énergies colossales dont on a besoin. Et puis ensuite, on fait se tamponner les faisceaux en 4 points. Alors, c'est 100 mètres sous terre, tout ça. Les 4 points de collision, vous les voyez là, c'est là qu'on a installé les détecteurs. Les deux gros qui servent à faire la physique la plus généraliste, c'est CMS dont a parlé Jean-Pierre et Atlas dont je vais parler parce que je fais partie de la collaboration Atlas, donc un peu biaisé. Tout ça, c'est 100 mètres sous terre, donc je ne sais pas si vous imaginez, mais les détecteurs dont je vais vous parler, on les a descendus dans les puits, et on y a flippé un petit peu. Voilà. Alors, vous avez vu maintenant comment je crée des particules instables, je les crée par collision. Bien, maintenant, il faut que je les détecte. Une petite remarque au préalable qui, moi, me fait rigoler. Enfin, ça m'a toujours fasciné, en fait. Plus on veut voir petit, plus l'instrument nécessaire est grand. Si je veux voir, j'ai besoin de mon œil. Donc, pour le centimètre au mètre, j'ai besoin de mon œil. Maintenant, si je veux voir en dessous, j'ai besoin d'une loupe. C'est un instrument qui fait
fait 10 cm, à peu près, c'est un peu plus grand que mon œil. Si je veux voir en dessous, j'ai besoin d'un microscope, puis d'un microscope électronique. Comme moi, je veux voir de l'infiniment petit, et ben j'ai besoin de machins énormes, Atlas fait 40 mètres de long. Et donc, c'est des instruments colossaux, extrêmement complexes. Donc, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que nos expériences, ça a des échelles de temps monstrueuses et ça implique beaucoup de gens. Chacune des deux expériences, Atlas et CNS, il y a eu à peu près 30 ans de R&D, de construction, de conception, des recherches et développement, conception, construction, avant que ça a démarré. Et il y aura 10 ans, 15 ans, ça dépend, 15 ans d'exploitation. Donc on a besoin de grosses collaborations, c'est ce que je vous disais, il y a 3000 physiciens à peu près par collaboration sur Atlas et CNS. Alors les 4 schématisés, les deux qui chassent le Higgs, c'est donc CNS et Atlas. Alors, une petite remarque là-dessus. Mes particules, vous avez vu, elles se collisionnent comme ça, bing. Elles sont créées sur 4 pi, tout l'espace, d'accord? Moi, je ne veux rien rater de ce qui se passe. Donc, je mets un détecteur, on dit le plus hermétique possible. Ça veut dire qu'il entoure le plus possible le point de collision. Bien sûr, il y a des tuyaux à vide, donc il va y avoir des petits trous inévitables, mais je me débrouille pour que ce soit le plus hermétique possible. Donc, je vais vous raconter maintenant, vous allez voir, en fait, c'est simple. Comment on détecte? Alors, les principes de détection, là, vous voyez un détecteur sur la tranche, le faisceau, il arrive comme ça. D'accord? Donc là, c'est une part de gâteau du détecteur. Le faisceau arrive comme ça. Enfin, il y en a un qui arrive comme ça et l'autre, il arrive de là derrière. Alors, on se débrouille pour ma grosse équation là. Elle me donne aussi comment les particules vont interagir avec la matière. Et chaque particule va interagir selon sa nature différemment avec la matière. Alors moi, je me débrouille pour positionner différents sous-détecteurs de façon rusée pour pouvoir reconnaître toutes les particules qui m'intéressent. Par exemple, ce détecteur-là, qui est détecteur interne, il a la particularité de, exactement comme la chambre à brouillard, sauf que il est à la chambre à brouillard ce que l'appareil photonumérique est à notre argentique avant. C'est exactement l'analogie est presque parfaite. Ce détecteur-là, les particules qui ont une charge électrique vont laisser une trace dedans. Ce détecteur-là, c'est un calorimètre électromagnétique. Les photons et les électrons vont déposer toute leur énergie. Bien qu'avec ces deux-là, j'ai fait un pas énorme. Pourquoi? Un photon, ça n'a pas de charge, pas de trace. Par contre, c'est électromagnétique, ça va déposer toute son énergie. Un électron, ça a une charge, une trace, et c'est électromagnétique, ça va déposer son énergie. Donc, si je regarde, j'ai envie de faire marcher le bazar, exemple, électron. Électron, j'ai dit. J'ai aucune autorité sur cet ordinateur. Aïe, ouais. Donc, c'est chargé, ça laisse une trace, et ça laisse toute son énergie là-dedans. Deux remarques sur ce truc. Ça laisse toute son énergie, ça veut dire que je peux mesurer son énergie. Hop, je la connais. Ça a laissé une trace, j'ai identifié, c'est un électron. Alors attention, je l'ai identifié, j'ai mesuré son énergie. Et mieux que ça, comme je ne suis pas bête, j'ai mis un champ magnétique. Les particules chargées courbent dans les champs magnétiques. Si elles courbent dans un sens ou dans l'autre, je sais aussi si c'est chargé positivement ou négativement. Je suis déjà, rien qu'avec ces deux détecteurs, alors je vous fais le photon, si ça veut bien fonctionner. Le photon, là on met des pointillés, mais en vrai on ne voit rien, c'est juste pour que vous ayez une idée. Et puis, toute son énergie. Donc rien qu'avec ces deux sous-détecteurs, je sais déjà faire électron, positron, photon. Ensuite, je mets ici un calorimètre hadronique. Dans ce calorimètre hadronique, les particules lourdes vont déposer toute leur énergie. Un neutron, il est neutre, pas de trace, toute son énergie là-dedans. Un proton, il est chargé, une trace, toute son énergie là-dedans. Et encore une fois, je saurai aussi la charge. Donc je rajoute cette couche-là et hop, j'ai identifié en plus les lourds chargés et les lourds neutres. Exemple, hadron neutre. Hop, 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 je ne le vois pas, il est neutre, et puis toute son énergie, et puis hadron chargé. Je peux pas m'en passer, vous avez un droit à tout. Il y a la courbure, j'ai la charge, je sais que c'est un hadron parce qu'il a été jusqu'au calorimètre hadronique, et j'ai mesuré son énergie. La dernière couche, là-bas, c'est le détecteur à muon, parce que le muon il interagit très peu, donc lui il a la possibilité de traverser tout le détecteur. Donc n'importe quoi qui arrivera jusqu'à là-bas, c'est forcément un muon. Tout le reste sera arrêté avant. J'ai tout bien fait comme il faut pour l'arrêter avant.
Donc un muon, hop, il est chargé, il laisse une trace, j'ai sa charge, parce que j'ai la façon anti-courbe, et hop, il va laisser des traces partout, dans toutes les chambres, jusqu'au bout, c'est un muon. Donc vous voyez comment, en utilisant différents matériaux, différentes électroniques, différents tout ce que vous voulez, et la façon dont les particules interagissent avec la matière, et en les disposant de façon rusée, je peux identifier les particules, mesurer les particules. Génial. Ouais. Le muon, là, la courbe s'inverse. Alors c'est parce que, bonne question, il y a un champ magnétique. Ici, il y a un solénoïde superconducteur, d'accord? Donc lui, il fait un champ comme ça, à l'intérieur de tout ce qui est à l'intérieur de ça. Et ensuite, c'est un peu comme dans CMS, ça c'est une tranche de CMS, c'est le retour de champ, ça, d'accord? Donc en fait, celui-là, il me fait un champ magnétique dans un sens ici et dans l'autre sens de l'autre côté. Dans la classe, c'est encore plus compliqué, le champ n'a même pas la même géométrie pour les chambres à mu et pour... Voilà. Ça, c'est la classe. Alors, avec des particules qui ont interagi dedans, on a reconstruit un événement. Donc, Atlas, c'est le géant, il fait 44 mètres de long, 22 mètres de diamètre et 7000 tonnes. Et mine de rien, avec ces 7000 tonnes, il est très léger, parce que CMS, qui est 2 fois plus petit, pèse 12 500 tonnes. Le C de CMS, c'est compact. On comprend pourquoi. Alors, ça comporte exactement tout ce que je vous ai décrit. À un petit détail près, c'est ce que je disais là maintenant. Ça, c'est des bobines de supraconducteurs pour faire un champ magnétique qui, lui, dans l'Atlas, il est comme ça. Il tourne autour de l'Atlas. C'est pas la même chose en CMS où c'est un champ mais c'est les mêmes ingrédients. Alors voilà un peu la construction d'Atlas. Donc Atlas est tellement grand, on l'a construit comme un Lego géant en descendant chaque bout au bout de 100 mètres de câble. Donc là c'est la première bobine que vous voyez qu'on est en train de descendre. Une fois qu'on a installé les 8 bobines, ça donne ça. Pour vous donner une idée de l'échelle, il y a un monsieur ici. Au fond, vous voyez la calorimétrie dont je viens de vous parler, qui n'est pas encore en place. Ça c'est un bout de calorimètre, c'est très lourd. Et ça c'est là où on reconstruit les traces des particules. C'est très précis. Il y a un peu de tout dans ce détecteur. Qui a fabriqué ça? On est 3000. Non mais fabriqué... Il y a de l'industriel. Ouais. Pour partie. 40 000 tonnes de matériaux. Non, 40 000 c'est tout le LHC. Oui, mais c'est bien tout ça. Alors, l'industrie européenne. R&D c'est les 3 quarts du... Enfin, c'est tout dans les labos. Le CEA, le CNRS, tout, il y a le monde entier dedans. Ensuite, une fois qu'on avait les spécifs, on a fait faire... Ça dépend de quoi, de ce dont on a besoin. Hein. Mais par exemple, les 8 bobines, c'est nous. En l'occurrence, c'est le CEA parce qu'on est des spécialistes de la cryo et qu'il en fallait que... C'est pas n'importe quelle cryogénie et il en fallait 8 seulement. Par contre, ce qu'il y a là-dedans, c'est, je sais plus combien, je dirais des bêtises, des tôles... C'est du plomb ou du cuivre ondulé et ça, on l'a fait fabriquer industriellement. Par contre, c'est nous qui l'avons câblé et empilé en salle blanche. Des Suisses. Pas tout. Non, pas tout. En fait, c'est tellement colossal comme commande qu'il y a des trucs qui ont été... Pour les chambres à muons, par exemple, alors les chambres à muons, c'est des détecteurs qui s'enquillent entre les bobines, là. C'est pareil, il y en a des mètres, je ne sais plus combien de mètres carrés, j'ai oublié, c'est pas drôle. Ça, on les a fait faire par l'industrie et ça se répartit dans 3 boîtes, je crois. Pareil, les dipots du LHC, il y a 3 boîtes qui les ont fabriqués. Donc tous ces trucs-là, ils sont développés en labo, construits en industrie, et câblés, testés, et puis soudés, et puis même empilés. Le canon, on l'a fabriqué au labo. Et de la R&D jusqu'à l'assemblage, combien d'années? 30. Non, j'exagère pas, c'est 84 le projet. Alors ça a l'air vachement compliqué, mais ça marche. J'aime bien montrer cette photo. C'est des physiciens très sérieux d'habitude, je vous jure. Mais quand on a attendu 30 ans et qu'on a des collisions, eh ben ça nous rend un peu joyeux. Bon. Donc on a vu des choses dans les détecteurs. Ça c'est très émouvant pour les physiciens. Ça ne va pas vous paraître émouvant, c'est les premiers faisceaux du LHC. C'est beau. Alors ça, le 20 novembre 2009, on a fait circuler
puis un deuxième, d'accord. Capture RF, ça veut dire on a pu les accélérer. Oui, après, mais c'est pas grave, maintenant on va monter on prend par là. Et les 4 détecteurs vont enregistrer des événements, qui ne sont pas des événements de physique, parce qu'on faisait exprès de faire tamponner le faisceau un peu n'importe où, pour pouvoir arroser le plus possible de l'électronique du détecteur, voir si ça répondait. Objectif atteint, ça croyez-moi sur parole, c'est la luminosité 5 et puis 25, donc presque 5 fois plus en 2012 qu'en 2011. C'est des quantités de données qui n'ont jamais été atteintes jusqu'à maintenant par personne. Les énergies colossales aussi. Là, vous voyez que l'énergie dans la collision en 2011, c'était 7 TeV, donc on est au téra électronvolts maintenant, et 8 TeV dans les collisions en 2012. C'était 2 fois 7, on ne sera jamais à 2 fois 7, on sera à 13. Non, il y a peu de chance. Donc en gros, depuis, on est. En même temps, on n'a pas besoin de trouver, non, je rigole. Depuis, on est monté en énergie et en luminosité, et en gros, on a accumulé à peu près 500 X par manip, 1 million de Z par manip, et par inverse Femtovan, alors multiplié par 30, hein, et puis 10 millions de W, les autres bosons qui sont intéressants à étudier, par manip, donc x 30 aussi. Donc autrement dit, là c'est juste pour vous donner une petite idée du nombre colossal de données qu'on a étudiées. Donc ces données, alors vous avez suivi le truc, hein, je fais des collisions avec mon collisionneur, je mets un détecteur autour, je récupère tout un tas de données sous forme de réponses d'électronique, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose de ce nombre colossal de collisions enregistrées. Alors un petit peu de jargon, je suis physicienne, je jargonne. Ce qu'on appelle un événement, alors un événement dans la vie de tous les jours, c'est un truc qui arrive. Nous, c'est un peu plus précis que ça. C'est une collision de protons qui donne quelque chose dans les détecteurs. Alors, quelque chose dans les détecteurs, vous l'avez vu quand je vous ai montré le principe, hein, ça veut dire ça s'allume quelque part. Évidemment, on a des événements intéressants. Quand on cherche le Higgs, ça va être un événement qui va ressembler à un Higgs, et puis des événements qui sont moins intéressants. Concrètement, ce que c'est qu'un événement, c'est des signaux que donnent les détecteurs et qu'on stocke informatiquement. Et ce qu'on appelle les données, parce que vous n'arrêtez pas de m'entendre dire, les données, c'est l'ensemble des événements qui sont enregistrés par le détecteur. Alors, comment on les traite, ces données? Il faut les traiter en linéaire. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on faisait se collisionner les faisceaux une fois toutes les 25 milliardièmes de seconde, autrement dit, on en a un paquet. Donc, on demande à nos détecteurs de les numériser à toute allure et de faire des calculs hyper rapides pour dire cet événement-là il est intéressant ou cet événement-là il n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que, mine de rien, c'est 40 millions d'événements par seconde dans une manip LHC. Et ça, il n'y a rien au monde qui sait le stocker. Rien. Mais on peut mettre tous les ordinateurs de la planète, ça ne sert à rien. Donc, avec ces calculs ultra rapides, on tombe à 100 Hz, c'est-à-dire 100 événements à stocker par seconde, ce qui est déjà pas mal. C'est long. Et ça nécessite en gros 2000 PC qui travaillent en parallèle à tout le temps. Une fois qu'on a enregistré ces 100 événements par seconde, il faut évidemment les traiter. Alors, juste pour vous donner une idée de ce qu'on est en train de gérer là, informatiquement. 100 événements par seconde, sachant qu'un événement c'est en gros 1,5 MB, ça fait 10 millions de gigabytes par an à stocker et processer. Il y a un petit malin qui a fait le calcul, si je mets ça sur CD et que j'enlève les boîtes, parce que les boîtes sont en fait, j'ai quand même une pile de 20 km de CD sans boîte. Ça fait beaucoup de données. Là, ça nécessite en gros 100 000 PC qui bossent 24 heures sur 24. Évidemment, aucun labo au monde n'a 100 000 PC, donc on a inventé un truc qui s'appelle la grille de calcul. Et la grille de calcul, c'est quoi? C'est tous les labos, enfin beaucoup de labos qui s'organisent et qui gèrent les données. Ça veut dire que les données, on se les partage, on les traite, et surtout, informatiquement, c'est assez rigolo. Moi, par exemple, quand je décide d'analyser des données, va y en avoir un bout à Boston, un bout à Tokyo, j'en sais rien. La grille de calcul a été conçue pour que mon programme il aille chercher des données d'organisation et les calculs. C'est la seule façon qu'on a de gérer ces quantités colossales de données informatiques. Bien. Maintenant que je les ai sur l'ordinateur, je cherche mon exemple. Alors, ça a l'air compliqué. Encore une fois, moi je ne peux pas montrer des belles galaxies, mais c'est pas compliqué. Une analyse de données, c'est reconnaître un signal parmi le bruit. Qui a parlé? Les gens qui appellent. C'est celui qui a parlé de signal ici. Ah, c'est
qui m'intéresse. Mon signal peut très bien être le bruit de quelqu'un d'autre. Si je décide de chercher, par exemple, mon boson préféré pendant longtemps, ça a été le Z, il se trouve que le Z, c'est le bruit de fond des recherches de Higgs. C'est-à-dire que le Z va ressembler à un Higgs sans en être un. Donc mon signal quand je cherche le Z va être le bruit de fond de quelqu'un d'autre. Donc il faut retenir que signal, c'est ce qui m'intéresse, bruit de fond, c'est tout le reste. Ensuite, il faut que je choisisse ce que je vais chercher. Alors, remarque préliminaire super importante, vous avez bien compris qu'on ne voit pas le boson de Higgs, il se désintègre sitôt qu'il est créé. Ce qu'on voit, c'est ses produits de désintégration. Et une particule instable, surtout aussi lourde que le Higgs, a plusieurs façons de se désintégrer. Dans certains cas, il va se désintégrer en émettant 2 photons. Dans certains cas, il va se désintégrer en émettant 2 bosons Z qui vont eux-mêmes se désintégrer, etc. Ce qu'il y a sur ce diagramme-là, c'est la probabilité que le Higgs d'une certaine masse se désintègre en quelque chose. Vous voyez là, le canal qui a le plus de probabilité, c'est le Higgs en 2W. Et vous voyez là, le canal qui m'intéresse le plus moi, c'est le Higgs en 2 photons. Alors vous allez me dire, vous êtes débile, pourquoi vous ne prenez pas le canal? Déjà qu'on cherche des événements rares, pourquoi vous n'allez pas choisir de chercher les machins qui sont les plus fréquents? Parce que ça me donne des trucs comme ça dans mon détecteur. Et il se trouve que le tout venant, c'est-à-dire 10 milliards de fois plus, me donne aussi ça dans mon détecteur. Je fais comment pour distinguer mon signal de mon bruit? Je ne peux pas. En revanche, le Higgs en 2 photons me donne 2 jolis photons, et ça c'est facile à repérer, mon détecteur il est fait. Donc, choisir le signal, c'est choisir un mode de désintégration du boson de Higgs. On va prendre le Higgs en 2 photons pour les besoins de la lumière. Maintenant, il faut que je sélectionne mon signal. C'est-à-dire que je le distingue du bruit de fond. Alors c'est facile, j'ai décidé de chercher 2 photons, je vais chercher 2 photons. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, les photons, ils ne laissent pas de traces dans le détecteur de traces, et ils mettent des dépôts dans le calorimètre électromagnétique. Là, c'est un candidat 2 photons, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai 2 beaux dépôts dans le calorimètre électromagnétique et il n'y a rien en face. Bien. Le petit problème, c'est que ce faisant, je vais évidemment sélectionner des trucs qui ressemblent à ça, mais qui n'en sont pas. Il y a 2 bruits de fond. Il y a les bruits de fond qu'on appelle irréductibles. Là, j'ai juste pas de pot. Il y a des choses qui vont donner 2 photons. Dans ces cas-là, je ne peux pas faire autrement que de sélectionner ce truc-là. Je vais les avoir sur les bras jusqu'au bout. Ensuite, il y a des bruits de fond qui s'appellent des bruits de fond réductibles. C'est ceux que je vais pouvoir, avec ruse, jeter à la poubelle. Je vous donne un exemple. Il y a des particules qui s'appellent le pi0 qui se désintègrent en 2 photons. Vous allez me dire, pas de chance. Je vais en récupérer avec des tas de photons dans mon détecteur. Et en plus de ça, quand il y a beaucoup d'énergie, les 2 photons du pi0 sont très collés et vont simuler, faire comme si j'avais un seul photon dans mon détecteur. Et ça, c'est pas un événement X, parce que le X, il ne désintègre pas en pi0. Alors moi, j'ai designé mon détecteur de telle sorte que je puisse les reconnaître. Vous voyez là, j'ai mis une couche dans mon détecteur électromagnétique, mon calorimètre électromagnétique, à granularité toute fine, ça veut dire très précis, qui va pouvoir distinguer les pi0 qui font 2 tas, des photons qui font un seul tas. Donc encore une fois, je design évidemment, et ça met 30 ans avant qu'on a intérêt à réfléchir un petit peu à l'avance à ce qu'on veut faire avec, on design les détecteurs en sachant quelle physique on veut faire avec, c'est-à-dire en sachant ce qu'on va leur demander comme puissance de, par exemple, de séparation de signal électrique. Une fois que j'ai tout ça, il faut choisir une observable. Alors choisir une observable, pourquoi? Je vous l'ai dit, le boson de Higgs, je ne le vois pas, moi je vois ses produits de désintégration. Par contre, je peux remonter à la masse de la particule qui s'est désintégrée en regardant les caractéristiques des particules, des produits de désintégration. Là, si je récupère mes 2 photons, en mesurant leur énergie, leur direction, je peux remonter à la masse du boson de Higgs. C'est ce qui est décidé, et je compte. Donc par exemple, je vais reconstruire 120, je mets un truc là. Ce qu'on appelle une distribution, c'est ça, hein, c'est juste du comptage. Je vais reconstruire 110, j'en mets un là, etc. Je remplis, et j'obtiens ça. Ça, c'est les premiers. C'est pas ce qu'on a montré en 2012, c'était avant, je crois que c'était en décembre 2011 ou un truc comme ça. Ce que vous voyez là, c'est le résultat de mon comptage, la masse invariante de mes 2 photons, ce que me dit la théorie que je devrais avoir en bruit de fond irréductible, la ligne rouge, et ce que me dit la théorie de ce que je devrais avoir en Higgs. Well. Quand on voit ça, je n'aurais pas mieux.
sur chaque petit... C'est que déjà, les points, ils se baladent autour de ma ligne théorique. Et les points ont une barre d'erreur. Parce qu'encore une fois, je fais de la statistique, là, je compte, j'ai un résultat plus ou moins quelque chose. C'est la barre d'erreur. Vous voyez bien que si je veux voir si oui ou non, là, je me suis écartée de la ligne rouge, il faut que je réduise le plus possible les barres d'erreur qui sont là. Donc je vais avoir, encore une fois, c'est des événements rares, j'ai besoin d'accumuler le plus d'événements possible pour savoir si j'ai quelque chose ou pas. Et même, entre nous, ça, c'est vachement difficile à interpréter. Donc c'est là, derrière, qu'on a une armada d'outils mathématiques, statistiques, pour faire cracher quelque chose à ce genre de choses. Donc on a vraiment beaucoup d'outils statistiques. On va rentrer dans les détails, c'est tout simple. Alors vous avez de la chance, en ce moment, il y a quel jour se termine aujourd'hui une des grandes conférences de physique, et les derniers résultats de ils ont été annoncés mercredi dernier, donc du coup ils sont publics, donc je peux vous les montrer, ils sont tout frais, c'est les derniers. Donc ça par contre c'est les unes de journaux quand on a annoncé la découverte le 4 juillet, mais ce que je vais vous montrer maintenant c'est les derniers. Alors celui que j'avais là, maintenant c'est ça. Je crois qu'on peut dire qu'on a trouvé lui. Vous voyez qu'on a réduit très fort les barres d'erreur sur chacun des points noirs. Vous voyez que ça colle parfaitement à ce qu'on attend dans le signal. Si je soustrais la partie bruit de fond attendu, j'ai ça. Là, même à l'œil, on y arrive, on n'a pas trop besoin de sortir une armada de statistiques, mais quand même. Donc ça, c'est en photon-photon. Je vous l'ai dit, le Higgs, il a d'autres façons de se désintégrer, par exemple en 2Z. C'est beaucoup plus rare et beaucoup plus dur. Et donc là, vous voyez, c'est plus compliqué. Le signal de Higgs, c'est le machin bleu. Le bruit de fond, c'est le machin rouge et violet. D'accord? Donc là, oui, on voit quelque chose. Il va falloir quand même faire un petit peu de gymnastique pour pouvoir faire cracher quelque chose à ce genre de diagramme. Alors, c'est ce que je vous disais. Je vous en parle juste parce que vous avez peut-être entendu parler de notre découverte à 5 sigma. Nous, on n'arrêtait pas d'en parler. On est très prudents, nous, les physiciens. Ça, ce que vous voyez là-dessus, là, c'est la probabilité que ce qu'on a vu ne soit que du bruit de fond, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de Higgs dans ce qu'on a vu. D'accord? Ça, c'est 1 et 1. Là. Ça veut dire, si j'étais là, ça voudrait dire la ligne là. Ça voudrait dire, ce que j'ai vu, ça correspond exactement à ce que je verrais s'il n'y avait pas de boson de Higgs. En fonction de la masse du boson de Higgs. Et ce que je vois dans mon détecteur, c'est ça. Ah ah, ça veut dire qu'il y a un Higgs à 120 télévalents, j'ai 20. Alors, comme on est très très prudent, on annonce une découverte que si on a une chance sur 85 millions seulement de s'être planté, que ce ne soit pas le boson de Higgs. On est quand même super prudent. Et ça correspond à 5 écarts standards, c'est pour ça qu'on parle toujours de découverte à 5 sigma, mais c'est du jargon. Ça veut juste dire, je ne me laisse qu'une marge d'erreur de 1 sur 85 millions. Donc, quand on l'annonce, on... Voilà, je vais m'arrêter là. Je veux juste vous dire que, alors peut-être que vous avez entendu qu'il y a vachement de spéculation. Est-ce que c'est le boson de... Alors d'abord, je n'ai pas été correcte du tout. Vous avez vu qu'il y a 3 messieurs qui ont postulé le boson. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a le nom le plus rigolo. On a gardé dans l'histoire que le boson de Higgs, mais c'est pas très juste, c'est le boson de Guth-Englert-Higgs. Le problème c'est que, du coup, avec les initiales, ça fait le boson de Bay. Et moi je trouve ça très laid, mais il se trouve que toutes les communautés s'y émisent, vu que M. Englert est encore vivant, toutes les communautés s'y émisent, et donc maintenant tout le monde parle du Bay. Ne soyez pas étonnés si vous n'entendez plus parler de Higgs, mais du Bay, très moche. Peu importe. Pour savoir si c'est vraiment le truc qui a été postulé par ces messieurs, il va falloir calculer tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on peut calculer, et comparer chacun de ces résultats individuellement, pour être sûr qu'il a toutes les bonnes propriétés. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors en particulier, en regardant toutes ces façons de se désintégrer, et en regardant si ça colle avec ce que prédit le modèle standard. Alors ce que prédit le modèle standard, c'est si c'était sur 1, et vous voyez que pour l'instant, il colle plutôt. Il y a des barres d'erreur, ça se balade un peu selon les canaux de désintégration, mais pour l'instant, il est standard. Donc maintenant, le boulot qu'on a, c'est un petit mot de conclusion. Donc là, le LHC s'est arrêté, c'était évoqué par Jean-Pierre tout à l'heure. Il y a eu, entre potes, là, je peux vous le dire, moi je trouve qu'on a subi de la pression médiatique quand on a démarré le LHC, ce qui a poussé les gens à monter en énergie alors qu'on n'avait pas testé les aimants. Les aimants supra, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que supra, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de résistivité. Nous, là-dedans, on balance 80 000 ampères. Le
problème, c'est que des fois ça quench. Un quench, c'est quoi? C'est tout d'un coup, ça devient résistif. Ah, mais tout d'un coup résistif avec 80 milliampères, ça chauffe. Donc, on est censé pouvoir pallier ce genre de truc en se débrouillant pour que la chaleur soit tout d'un coup répartie dans tous les monts. Pour que l'évacuation de chaleur fasse pas un trou à un endroit donné, mais se répartisse. Le problème, c'est que je vous ai dit que c'était baigné dans l'hélium superfluide. L'hélium superfluide, quand il chauffe, qu'est-ce qu'il fait? Gazeux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté trop en énergie des aimants qui n'avaient pas été testés sous quench suffisamment. Il y en a un qui a quenché. L'hélium superfluide s'est détendu d'un coup, évidemment. Les valves avaient été mal dimensionnées, les valves d'évacuation de l'hélium superfluide, et donc l'aimant qui avait quenché s'est déplacé de la bagatelle de 50 cm. Je vous rappelle que ça fait 35 tonnes. Ça fait des dégâts. C'est continueux l'anneau, hein. C'est tout connecté. Voilà, donc on a dû s'arrêter pendant un petit moment. Quelque part, c'est assez génial parce que de toute façon, cet aimant a quenché. Donc on le voit à ce moment-là ou après. Ce qui a été génial, c'est que les gens se sont posé la question de pourquoi il avait quenché cet aimant, et ont mis en place, ils sont sublimes, les gens des faisceaux océanes, c'est vraiment des pros, ils ont mis en place un diagnostic, et maintenant on sait où sont ailleurs, dans le LHC, les défauts susceptibles de nous faire la même chose. Donc là, on l'arrête pendant 18 mois. En l'occurrence, c'était des connexions. Les connexions défectueuses supra vont être refaites. Les valves, elles, ont déjà été changées pour des valves mieux dimensionnées par rapport à l'évacuation de l'hélium superfluide. On va en profiter pour faire des upgrades des détecteurs parce qu'ensuite, on va monter non seulement en énergie, mais en taux de collision. Et nos détecteurs, il faut qu'ils tiennent le choc. Donc là, on s'arrête 18 mois pour faire tout ce genre de choses. Quand on va reprendre dans 18 mois, on va monter en énergie et en luminosité. Ça veut dire qu'on va avoir encore plus de bosons de Higgs à étudier. Donc on va pouvoir nous faire dire papa va mourir, et on saura. Donc il a tout ce qu'il faut pour être celui qui avait été prédit par Baer. Mais on va encore quand même l'étudier in extenso. Alors, les analyses de physique, c'est pas des choses faciles à faire, hein. Tout ce que j'ai résumé là dans le clown. Moi, par exemple, je fais pas de... J'en fais plus. Je m'occupe plus des détecteurs. Moi, je fais que ça, de l'analyse de physique. Et là, j'ai du boulot pour... Une vie de physicien. Ah, voilà. Ouais, bon, quand j'en aurai marre, je vais voir les particules. Hein. C'est ça aussi qui est chouette dans mon métier, c'est qu'il y a du boulot partout. Mais les analyses, là, mine de rien, on a été relativement vite. Mais vous voyez, les barres d'erreur ne sont pas jojo. C'est pas que de la statistique, là. C'est aussi tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Comme on ne les maîtrise pas, on sait qu'on les maîtrise à plus ou moins quelque chose. On a envie de réduire quelque chose pour être le plus précis possible. Donc nous, d'un point de vue de l'analyse, on a du boulot. Mais sinon, là, ce qui a été présenté là à Morion, c'est donc une prise de données qui s'est arrêtée mi-décembre. Donc on a été hyper vite. Franchement, moi je trouve que c'est... En même temps, comme je le disais, non, c'est pas sur les fois d'avance, c'est... Pendant qu'on construisait, le LHC, ça nous a pris 30 ans pour construire les détecteurs et tout ça, on faisait de la simulation pendant ce temps. C'est-à-dire que les gens qui ne construisaient pas préparaient les analyses. Et mine de rien, compte tenu des délais qui sont les plus grands qu'on ait jamais eu jusqu'à maintenant, on a eu vachement de temps de se préparer. Et ça a été épatant quand on a démarré le LHC, qu'on a vu nos premiers résultats. De mémoire de physicien, il n'y avait jamais rien eu d'aussi chouette dès le départ. Ça aurait dû tout ça là. Et ça n'était pas du tout, mais ça c'est dû au fait qu'on avait eu des dizaines d'années de préparation et de simulation. Quand ça fonctionne, il n'y a personne dans la structure. Oh non. Non. La distance de sécurité, c'est combien de temps? C'est combien de mètres, pardon? Le tunnel il est à 100 mètres sous terre, ouais. Mais de fait, c'est pas les radiations, je crois, qui sont. Parce qu'il y a tous les phénomènes et tout. C'est juste que si jamais les ions se vaporisent, il n'y a plus d'air. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis il fait moins 80. Mais c'est un détail. Sans doudou, on est mal. Donc, je sais pas si on meurt de froid, vous mourir asphyxié. Combien de temps pour descendre en température? Plusieurs semaines? Descendre les aimants. Ouais, là, vous l'arrêtez, donc ça va réchauffer. Alors déjà réchauffer, on y va couler. Et je ne sais plus combien c'est par temps, mais c'est plusieurs semaines, lors du mois. Avant de pouvoir intervenir dedans, c'est plusieurs mois. Ah non, non, c'est après quand on va les remettre en froid. Il faudra, je dirais le mois comme ça, on ne va pas dire de bêtises. C'est de l'ordre du mois pour refroidir les
vu dans la presse qu'il était arrêté pour des questions de consommation énergétique Ah bah oui. en période d'hiver. Ouais. Déjà, alors là en l'occurrence, compte tenu du fait qu'on avait trouvé le boson de Higgs et qu'on savait qu'il allait y avoir le grand arrêt, on a aligné les sous, hein, et on a tourné on s'est arrêté quand fin février. Alors, il y a aussi autre chose, là j'ai dit qu'on faisait tourner des protons pour ma physique à moi. J'ai des copains qui font ce qu'on appelle des ions lourds. On n'accélère pas que des protons dans ce truc, on peut accélérer des plombs par exemple, beaucoup plus lourd. Et cette année on a fait des collisions plomb contre proton. Enfin, et ça c'est 1 mois par an pour ce genre d'études. Et nous on a le reste du temps. En gros on tourne de fin mars à fin octobre pour nous, puis en période normale, hein, quand on n'a pas découvert le Higgs, ça y est c'est bon. Donc c'est fin mars, fin octobre, et puis 1 mois sur le mois de novembre pour les ions lourds, l'autre type de physique. Il y a une usine électrique qui produit une centrale nucléaire. Non, c'est un quart de tranche, ça dit. Pourquoi Higgs n'a pas eu le prix Nobel? Ah bah parce qu'on l'a annoncé en juillet et que les prix Nobel c'est en octobre et que... Ouais, donc, oui. Non, clairement... Non, il pouvait l'avoir. Non. Ah non, c'est le comité Nobel, il l'a donné en octobre, ils ont déjà leur nom en février. Donc nous on a fait l'annonce tardivement. Ensuite, ils sont un tout petit peu en train de se prendre le chou. Est-ce qu'on le donne à qui? Sans nous, Higgs, son prix Nobel, il ne l'a pas. Sans lui, nous, le prix Nobel, on ne l'a pas. En même temps, on est similaires. Après, est-ce qu'on pourrait le donner au CERN? Sans le CERN, le Higgs, on l'a pas. Le problème, c'est que le prix Nobel de la paix, on peut le donner à une institution. Le prix Nobel de la physique, c'est pas le cas. Donc on ne peut pas le donner au CERN. Donc je crois qu'ils ont aussi un petit coup de prise de tête en ce moment là-dessus. Mais de toute façon, pour cette fois-là, c'était fichu. Donc il a une chance l'année prochaine? Ouais. Et s'il l'a, je me sentirais un petit peu concernée quand même. J'aurais un petit peu. On se déplace à bicyclette dans ce truc? On peut. Il y a des voiturettes aussi pour les techniciens. 27 kilos, c'est... Ouais, non, il y a des photos rigolotes où on voit les gars à la bicyclette. Ah. Le diamètre tunnel général dans lequel il y a des... Là, aucune idée. Enfin, la troupe, c'est quoi? 5 mètres, non, 5 mètres. Bah, il y a quand même tout le bazar au centre. C'est-à-dire qu'on peut rouler à bicyclette sur le côté. Moi, Donc, 5-6 Moi, mètres. le 5, voilà, 5 mètres là devant. J'en sais rien. Mais ouais, c'est ça. Ouais. La tube, elle tourne à l'intérieur de l'anneau, dans le sens différent. Elles font beaucoup de tours par seconde. À quel moment on appuie sur le bouton pour qu'elles viennent se rencontrer? On n'appuie pas sur le bouton. Elles se tamponnent. Ils font 11 200 tours par seconde. Et elles se tamponnent une fois toutes les... Alors, elles sont par petits paquets. Hein. Il y a une collision toutes les 25 milliardiennes de secondes. Oui, bien sûr. Ah, mais non, mais nous, on met des tuyaux à couper. Hein. J'avais une figure pour montrer en fait les faisceaux. Encore une fois, c'est des particules chargées, donc avec des champs magnétiques, des cours comme jeu. Mais on les fait se On les dévie un peu. Alors le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce genre d'accélérateur, c'est juste une anecdote, elles vont à la vitesse de la lumière. Si jamais mon faisceau dévie, j'ai des capteurs qui me disent attention, il faut faire un truc quelque part. Comment je fais pour dire à des particules qui vont à la vitesse de la lumière quel signal je peux bien envoyer qui les rattrape, sachant que rien ne va plus vite que la lumière? Le mec qui a inventé ça, il est le mec. En gros, je me sers du fait que j'ai un diamètre et un arc. Je détecte un défaut ici, j'envoie l'info de correction le long du diamètre. Qui va donc plus vite à un chouille. Oh, le chouille! Mais ça suffit. Tu pourrais pas attendre un tour? C'est un petit peu délicat, on n'a pas du tout envie de faire des trucs vraiment pour la petite histoire, quand le faisceau est plus d'assez bonne qualité, hein, quand ça devient plus efficace de les faire se tamponner, on les dump. Alors dumper un faisceau hyper énergétique de protons hyper énergétiques,
ça demande des centaines de mètres de béton, je crois que c'est des centaines de mètres, peut-être des dizaines, je suis nulle dans le. Et sur ce gros bloc, on balance le faisceau pour l'arrêter. On entend le bruit. Je parle d'un truc qui est invisible à l'œil nu tellement il est petit, il y a tellement d'énergie dedans, qu'on entend le boom du faisceau. On l'a enregistré à un moment, je n'ai plus l'animation, mais... C'était une des questions que j'avais aussi. Est-ce que c'est sonore, en fait, en général, Non, la collision... La collision, elle n'est pas sonore. Non, bah, c'est un proton contre un proton, là, pour le coup. Là, quand je parle du dôme, c'est... Je balance tout ce que j'ai, tous les paquets. Et là, c'est ça se fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Donc, pour répondre à un, on n'a pas envie que ça se tamponne contre les parois du faisceau mirador, qu'on corrige. Il y a de quoi faire des trucs. Le boson de Bell, sa place n'était pas prévue dans les tiroirs de Gell-Mann. Non, alors, bonne question, mais en l'occurrence, dans les tiroirs de Gell-Mann, il n'y a pas les autres bosons non plus. Hein. Dans les tiroirs de Gell-Mann, il y a tout ce qui est hadron, c'est-à-dire toutes les particules composées soit de 3 quarks, soit d'un quark et d'un antiquark. D'accord? Tous les hadrons qui sont là, les lourds. Donc là, il y en a d'autres qui cherchent ailleurs d'autres types de particules. Oui, bien sûr. Dans d'autres tiroirs vides. Plus là-dedans, mais oui. Et encore une symétrie. Je voudrais insister sur quelque chose. Quand je dis c'est le modèle standard de la physique des particules, c'est un modèle. Ça veut dire c'est un modèle mathématique. Il se trouve que celui-là, on l'aime beaucoup parce qu'il explique, il correspond à ce qu'on voit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est valide tout le temps. Je vais donner un exemple bête. Si je fais tomber, si je me casse la figure en descendant les escaliers, j'ai besoin que de Newton. Si je fais la même chose en prenant une fusée, j'ai besoin de relativité générale d'Einstein. Ça ne veut pas dire que Newton est unanime. Ça veut dire que le domaine de validité de la gravité de Newton, la planète Terre, sur la planète Terre, en gros, à mon échelle, voilà, non, c'est même pas une question de référentiel, c'est vraiment une question de domaine de validité. Pour la gravitation terrestre, Newton, ça suffit largement. Donc c'est un modèle effectif dans un certain domaine. Mon modèle standard, c'est un modèle qui marche super bien. Rien ne me dit que si je monte en énergie, il ne va pas se casser la figure. Il y a même beaucoup de choses qui me disent qu'il va se casser la figure. Donc, il y a un modèle pas alternatif parce qu'il inclut le modèle, en quelque sorte, il inclut toutes les particules du modèle standard, connues, qui s'appelle la supersymétrie. Alors, du coup, il répond au bout de physique. C'est encore une symétrie, qui prédit l'existence au moins autant de particules que celles que j'ai déjà vues, et donc on les cherche, effectivement. Il a même dit que le modèle standard ce serait la fin de l'histoire, est-ce que c'est une réponse ou on se retrouve au chômage. Donc, et puis Jean-Pierre a évoqué toutes les choses qu'on n'a pas encore expliquées. Dire, ouais. C'est pas le modèle de Lizzie Garrett, le Canadien? Je sais pas. Ça, je sais pas. C'est moi comme les prénoms. Mais donc, ouais, il y en a d'autres, on cherche d'autres. Du coup, on peut aussi espérer découvrir des nouveaux champs. Attention, il ne faut pas me lancer sur les maths. Chaque particule est un champ. Donc trouver une nouvelle particule est compliqué. Donc oui. J'avais compris. Non, c'est compliqué. La notion de champ, c'est super compliqué. Bien, bah merci encore, Nathalie. On va faire une petite pause.